C'est parti du coup pour cet épisode spécial FAQ, les questions de la communauté 6 heures du bat du coup, les questions qui viennent d'Instagram, qui viennent de LinkedIn. Du coup, on va commencer directement, on va rentrer directement dans le vif du sujet avec une question qui nous vient de Hervé Prenat, spécialiste dans les machines TP qu'on retrouvera bien sûr à Intermat, c'est un petit aparté. Du coup, sa question c'était, tu avais fait quoi comme formation avant? Alors j'en ai déjà parlé, j'ai un parcours que je considère comme plutôt classique, voire même très classique, à quelques détails près, c'est que j'ai été rapidement en avance à l'école, donc j'étais rapidement en avance dans les études, j'avais 2 ans d'avance pour être précis. J'ai fait un bac ES que j'ai eu à 16 ans, un master 2 que j'ai eu en école de co à 21 ans, mais toujours très loin du secteur bâtiment. Secteur bâtiment que j'ai découvert du coup il y a 2 ans dans un job du coup de commercial pour une société qui produisait, qui éditait un logiciel de suivi de chantier et de gestion de projet pour les entreprises du bâtiment. Et c'est vraiment là que l'histoire s'est écrite pour 6 heures du bat, c'est là que ça s'est créé et c'est là que j'ai eu un peu le coup de foudre pour le secteur qui, comme je disais, parcours classique, donc qui m'avait pas forcément été présenté depuis le début de mes études. Donc voilà, ça c'est la première réponse à ta question, Hervé. J'espère que ça répondra un peu. Et après, Hervé, t'avais posé une autre question qui était comment est né 6 heures du bat. J'ai pas envie de refaire une redite là-dessus parce que c'est déjà expliqué à plusieurs endroits, donc je vous mettrai en description. J'ai fait un interview chez Bâti Radio. C'est un interview que j'ai eu la chance de faire avec Jean-Bernard Mellet de Eldo. Du coup, dedans, j'explique un peu la genèse du projet 6 heures du bat, pourquoi on l'a fait, comment ça a été créé, qui l'a fait, qui étaient les personnes à l'origine de ce projet. Donc voilà, tu auras ta réponse à cette question à cet endroit-là. On continue du coup, deuxième question, c'est une question qui vient de Lorraine Jovet, que vous pouvez retrouver sur Instagram et sur LinkedIn du coup. Elle me pose la question sur 6 heures du mat, comment j'organise la recherche des invités, les enregistrements, etc. Donc du coup, pour la recherche d'invités, j'ai plusieurs méthodes. On va pas se mentir, au tout début, quand tu crées ton média, quand tu crées ton podcast, les invités, c'est toi qui vas aller les chercher, c'est toi qui vas aller les démarcher. Donc au début, c'était vraiment mon réseau plutôt proche et moins proche. 80% des invités, c'était moi qui les avais démarchés, qui les avais connus via l'activité du coup de l'entreprise dans laquelle je travaillais. Pour le coup, aujourd'hui, c'est hyper différent, voire même très différent. J'ai beaucoup de demandes entrantes, beaucoup de contacts de personnes qui aimeraient passer sur le média. Alors déjà, c'est gratifiant, ça veut dire qu'on a fait un peu notre place. On va dire que 6 heures du bat a fait un peu sa place sur le bâtiment, donc du coup des gens veulent parler aussi sur le média, donc très cool. Je pourrais pas te dire que j'ai une organisation hyper bien huilée, mais pour le choix des invités, je vais te dire que c'est divisé en 4 grandes thématiques. Moi j'ai décelé 4 enjeux pour le bâtiment, et du coup c'est des enjeux que je pousse à travers les épisodes. Il va y avoir à la fois donc dans un grand tableau, je mets 4 thématiques, ça me permet aussi de classer les invités, aussi les demandes entrantes et ceux que j'ai envie d'inviter, mais du coup, il y a une catégorie qui sont la tech et l'innovation. Donc j'aime bien pousser des acteurs qui innovent sur le secteur du bâtiment, dans tout ce qui est logiciel, dans tout ce qui est solution digitale aussi, et pas forcément digital, mais en tout cas tout ce qui va améliorer le quotidien des acteurs du bâtiment, à la fois dans leur chantier, à la fois dans l'administratif, dans pas mal de choses. Les enjeux environnementaux, plus économiques, donc tout ce qui va être contextuel, qui va impacter le secteur, donc ça va être par exemple les notions de RE 2020, la REP, tout ce qui va être réemploi, pas mal de sujets, empreinte carbone, des sujets qui sont vraiment actuels et qui vont aussi concerner dans les années à venir le bâtiment. Ensuite j'ai la partie formation recrutement qui est un enjeu essentiel puisqu'il manque du monde sur le bâtiment, il manque du monde dans les centres de formation, il y a pas mal de choses qu'il faut mettre en avant, des démarches, des nouveaux moyens aussi d'apprendre les métiers du bâtiment. Pas forcément par les centres de formation, pas forcément par le cursus classique, mais il y a des acteurs qui bougent, notamment pour tout ce qui est reconversion aussi, c'est pas mal. Et ensuite, je vais avoir les invités que je classe dans la catégorie histoire et parcours pour créer justement des vocations, créer des rôles modèles, montrer tout ce qu'ils ont pu faire dans leur vie, parce qu'on n'est pas seulement son métier, on n'est pas seulement son activité du bâtiment, et du coup ça permet aussi de mettre en avant des parcours, mettre en avant des personnes très inspirantes du secteur, et voilà comment je classe tout ça. Je fais un peu le tour du coup des réseaux, dans les médias, spécialisés des personnes, des entreprises qui rentrent dans ces thématiques. Ensuite, je leur envoie un message, je fais de la prise de contact en général quand c'est à moi de le faire. Et c'est là que le process s'enclenche. Là, on part vraiment dans le cœur du réacteur. J'ai un process qui est plutôt bien établi, notamment à partir de la prise de contact, c'est-à-dire que je vais avoir une prise de contact fluide via un message, via un mail, via un premier moyen de contact. Ensuite, on bloque sur un calendrier dédié 15 minutes d'échange si l'invité est chaud pour participer à 6 heures du bat. C'est un premier échange pour briser la glace, pour se connaître,
pour aussi détailler le process d'enregistrement. Donc ça c'est assez intéressant et c'est surtout important de bien montrer à l'invité ce qu'il a besoin de faire, comment ça va se passer, comment on va enregistrer et qu'est-ce que j'attends de lui. Donc on fait ces 15 minutes, ça me permet de recueillir un max d'infos aussi sur la thématique sur laquelle j'ai envie de l'avoir. À la suite de ce petit 15 minutes, en général j'ai assez d'infos pour faire 8 questions qui vont constituer le fil conducteur de notre épisode. J'envoie le fil conducteur du coup à l'invité. Ensuite, comme ça, pas de piège, il sait à peu près sur quoi je l'attends. Ça lui permet de préparer et de dédramatiser aussi un peu l'échange. Et ensuite, on bloque dans un autre calendrier dédié la date d'enregistrement. Donc souvent on le fait à distance, bientôt plus de live j'espère. Mais du coup, on bloque 30 à 40 minutes ensemble. Ça permet aussi de visualiser quand est-ce que je vais pouvoir le diffuser aussi pour la suite. Donc voilà, on enregistre 35-40 minutes ensemble en une prise, c'est hyper important, ça reste spontané. Je veux pas que ça soit des choses trop préparées non plus, donc 35 minutes, 40 minutes spontanées. Et ensuite, bah, moi je passe à la machine, je fais la post-prod, je fais la prod, j'enlève quelques hésitations ou autres. Je fais en sorte que ça reste spontané, je vais pas enlever tous les E et tout, parce qu'il y a des gens qui, dans leur méthode de réponse, bah, réfléchissent en même temps, donc forcément il y a plus de E, etc. Mais c'est leur manière de répondre, donc on va pas dénaturer l'invité. Clairement, on peut hésiter, on peut avoir des bugs, c'est normal. C'est pas quelque chose qu'on lit, on fait pas du par cœur, donc voilà. Ensuite, je produis l'épisode, j'envoie une VO, un kit com avec miniature template de post, etc. Je détaillerai un peu plus tard, et hop, on a un épisode qui viendra réveiller le BTP un lundi, souvent quand c'est les épisodes classiques, et le mercredi, du coup, quand c'est un épisode qui est du coup en collaboration avec une entreprise, une marque ou une personne qui voulait vraiment une case dédiée. Une autre question du coup vraiment sur le process de création, le process qui est derrière les épisodes de 6 heures du mat, donc du coup vraiment le cœur directeur. Donc comme je disais, pour contacter les invités, majoritairement c'est les réseaux sociaux. J'envoie aussi des invitations postales pour les gros invités, des personnes qui sont dures à atteindre sur les réseaux. Du coup j'ai une invitation c'est une technique que j'ai piquée clairement aux potes de French Doers anciennement et Flo Modia maintenant. Il y avait une enveloppe très bien brandée, du coup avec une convocation vraiment à venir sur le média. Et du coup c'est une enveloppe que je pourrais vous montrer aussi ensuite. Il y a un QR code qui t'amène vers une petite vidéo d'introduction sur le média. Ça permet aussi d'avoir un premier contact. Et ensuite, bah, pour les questions, il y a le premier échange avec l'invité. Moi, je suis pas expert non plus bâtiment sur tous les sujets, donc je me sers aussi de, je me sers aussi de l'IA, ChatGPT notamment. Je lui demande pas mal de questions, notamment un grand batch de 30 à 40 questions sur la thématique. Je lui détaille bien le truc, et après, moi, je pioche et je les remets à ma façon pour que ça reste aussi ma personne et pas quelque chose de déjà trop standardisé, parce que ChatGPT reste quand même pas mal standardisé là-dessus. Et après, bah, l'enregistrement, c'est soit du live, soit à distance. À distance, j'utilise Riverside, qui est un des meilleurs outils pour créer du podcast, créer du contenu à distance. Vraiment, je vous le recommande. Je vous le recommande. Après, bah, la post-prod, la magie, la couche de vernis sur le parquet, comme on dit, c'est via Adobe Audition plus l'IA d'Adobe. Et après, bah, la diffusion, tu vas sur Ocha. Ocha, qui est l'acteur du coup français de diffusion de podcasts, qui est très bien, une solution qui est vraiment adaptée au podcast quand tu le fais en indépendant, donc vraiment très bien. Et après, bah, il y a toute la partie promotionnelle, la partie communication, comme je te détaillais, j'envoie un kit com à mon invité, un teaser, 2 posts sur la page LinkedIn de l'entreprise, 2 posts sur la page 6 heures du bat, un post sur mon compte, il y a un réel sur la page Instagram, pas mal de stories, notamment en amont et après du coup la diffusion de l'épisode pour faire le petit point là comme on fait habituellement sur qu'est-ce que vous avez retenu de l'épisode, faire un petit quiz, etc. Rendre un peu l'écoute de l'épisode, bah, gamifier un peu le monde du podcast, ce qui est assez intéressant de se dire bah, on n'a pas seulement écouté 30 minutes d'une personne, on s'est vraiment accroché à ce qu'il a été dit, on a retenu des choses et c'est important parce que c'est la valeur qui est créée aussi dans l'épisode. Et donc voilà, ça se fait pas mal de créations, il y a 3 miniatures dans le kitcom, il y a une story aussi pour l'invité, des choses qui sont dédiées, et bah, ça fait pas mal de choses, pas mal de créations, de production, et je dirais, j'ai estimé un peu pour un épisode mis bout à bout, parce que tout n'est pas fait d'une traite, clairement, ça serait, je pense, industrialiser la chose, mais c'est pas encore mon truc. Mais étalé sur une semaine, je dirais que ça prend pour un épisode environ 5 à 6 heures. Je fonctionne par bloc dans ma semaine, c'est-à-dire que j'ai des blocs où je fais que de l'enregistrement, des blocs où je fais que de la post-prod, des blocs où je fais que de la rédaction de contenu et autres.
et avec ça je mets 2-3 rendez-vous à l'intérieur, bah du coup je dirais que ça fait 6 heures, mais après c'est une organisation qui est la mienne, c'est pas forcément la meilleure, je pense qu'il y a pas mal de failles des fois dans le système. Ça mérite d'être repensé, mais pour l'instant ça marche très très bien, et quand il faudra scaler ça, c'est-à-dire quand je voudrais recruter du monde, il faudrait que je repense cette organisation pour qu'elle fonctionne avec tout le monde. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. En tout cas, c'était une question qui m'avait été souvent posée, parce que du coup, le podcast, c'est pas forcément quelque chose, la méthode de création d'un podcast, c'est pas quelque chose qui est forcément commun. Donc, expliquer un peu le fonctionnement, c'est intéressant. Et du coup, j'espère que vous en avez appris plus sur les coulisses, vraiment de la création d'un épisode de 6 heures du bat. Et on passe à la prochaine question. Dernière question qui concerne vraiment le choix des invités, l'organisation en amont de l'épisode. C'est vraiment donc une question qui m'a été donnée par Valentin Machinerie du coup sur Instagram. Comment sélectionnes-tu tes invités? As-tu des critères? Bon, ça c'est une question aussi que j'ai et c'est des échanges que j'ai aussi avec mes invités et les personnes qui voudraient passer sur le média. C'est que déjà moi, bon, comme vous le savez, moi je viens pas du bâtiment à la base, donc je ne peux pas parler de tout puisque j'en découvre tous les jours, mais j'aime bien sélectionner mes invités avant tout sur ce qu'ils représentent, sur ce qu'ils sont humainement. Donc pour moi, avant tout, il faut qu'un invité de 6 heures du bat, il ait l'accroche comme la vision du podcast qui réveille le BTP. Pour moi, passer sur 6 heures du bat, c'est une belle option à la fois pour faire parler toi, mais moi je suis assez clair avec les invités. L'important c'est comment on peut faire en sorte que leur parcours, leur expérience, leur entreprise, leur service, etc. apportent un maximum de valeur et d'intérêt pour l'audience, pour les auditeurs. Et je suis d'ailleurs convaincu du fait que même si on est sur un contenu qui est sponsor ou autre, il y a plus de chances d'avoir des retours business si les auditeurs accrochent sur la personnalité, sur les valeurs qu'ils véhiculent, sur tout ça, que si on parle essentiellement du produit, où là vraiment ça va pas être intéressant dans le sens où si tu veux un produit maintenant il y a tellement moyen de te renseigner et d'avoir une approche un peu moins humaine sur la chose que bah, c'est pas sur le podcast que tu vas aller la chercher. Moi je pense qu'il y a plus d'intérêt à axer l'interview sur la personne, sur ce qu'il est vraiment, sur ce qu'il pense vraiment, plutôt que de déballer un fil rouge plutôt commercial, un fil rouge plutôt public reportage. Ça, je pense clairement, j'en ferai pas. Pourquoi? Parce que déjà, le bâtiment, c'est avant tout un secteur d'humains. Donc on parle à des humains, on parle pas à des produits, à des consommateurs, à des acheteurs. Même s'ils peuvent être potentiellement intéressés par vos produits, je pense qu'ils sont avant tout des humains. Ce qui est essentiel, je pense, de réfléchir comme ça. Enfin, c'est ma vision. Et vu que c'est un secteur aux relations humaines très très fortes, si vous arrivez à convaincre un auditeur via votre personnalité, via votre goût, via ce que vous retransmettez par rapport à l'épisode, bah, il y aura de fortes chances qu'il aille se renseigner sur votre produit et qu'il vous contacte et qu'il fasse appel à vous, etc., etc. On est vraiment là-dessus, une relation humaine, ce qui définit déjà ce qui est en majorité le BTP, un secteur d'hommes et de femmes qui se réveillent à 6 heures du mat pour aller sur le chantier et pour réveiller le BTP. On passe à une autre question du coup, question numéro 5 que j'ai sélectionnée sur LinkedIn de la part de Conversation Constructive. Conversation Constructive, c'est un podcast qui est fait par Sven, qui est en Suisse. C'est sur la construction aussi, un podcast BTP que je vous invite à suivre. Du coup, je mettrai les liens aussi en description. Ça vous donnera aussi une idée d'autres sujets qui sont abordés sur Conversation Constructive. Et du coup, la question, elle est très liée au business du podcast, je pense, parce que c'est une question à laquelle ils ont aussi eu envie de répondre eux-mêmes. Ils se posent souvent la question, c'est comment on parvient à maintenir un équilibre délicat entre faire en sorte que les invités se sentent valorisés tout en offrant une expérience enrichissante aux auditeurs, sans que cela devienne trop commercial. Ça c'est une question intéressante, voire même très intéressante, sur laquelle je me suis pas mal penché en ce moment, puisque du coup, voulant faire en sorte que 6 heures du bat devienne un média indépendant, donc financièrement indépendant, j'ai aussi composé avec cette information qui est que je dois vendre des épisodes, mais je ne dois pas juste servir de relais pub, un peu comme je l'ai évoqué avant. C'est pas du public reportage. Quelque chose de très important que je précise déjà avec l'invité, que je précise aussi avec l'entreprise à laquelle je collabore, quand il y a une collaboration aussi commerciale, comme il y a pu avoir, qui sont coproduits avec des marques, avec des entreprises. Moi, je fais pas de public reportage. C'est hyper important pour moi de ne jamais en faire, dans le sens où j'espère ne jamais en faire pour une simple raison, que je pense
qu'un publi-reportage à terme déjà me dégoûtera, je pense, de mon activité. Dans le sens, ça va me repousser de pourquoi je fais le podcast, pourquoi j'aime mettre en avant des profils sur 6 heures du bat, pourquoi j'aime rencontrer des nouveaux acteurs du bâtiment. Et ensuite, je dirais que pour faire en sorte que les entreprises payent pour passer sur le média, que les invités soient à la fois des invités que je vais chercher moi, qui ne sont pas forcément payants, et des invités qui payent pour passer sur le média. Il faut garder une certaine liberté sur le fil rouge, dans les propos et dans le fil rouge, et pour ça, moi ce que je fais, c'est que je briefe bien l'entreprise, l'invité, etc. sur ce que j'ai envie de faire d'un épisode avec lui ou avec son entreprise. Je pars toujours du principe qu'on n'est pas là pour dire on n'est pas là pour servir la soupe, clairement. Je suis pas là pour dire tel et tel est le meilleur, vous faites les meilleures choses et autres. Juste, moi, je relate des informations. J'essaie de faire en sorte de montrer une expertise sur un sujet ou non, et après c'est l'auditeur, celui qui écoute vraiment l'épisode, celui qui va faire son choix, la personne qui sera intéressée par le produit, l'entreprise, la compétence, etc., qui fera son choix. Dans tous les cas, si tu fais du public reportage, déjà il y aura moins de confiance. Il y aura moins de confiance dans le produit que tu présentes et ça se verra très très vite que ton épisode il est vraiment piloté à des fins commerciales, puisque il fera pas forcément d'écoute, parce que personne n'a envie d'écouter une pub pendant une demi-heure. Ça c'est clair déjà que les pubs de 30 secondes des fois, on a envie de les skip, on a vraiment envie de les passer. Alors si tu n'arrives pas à faire en sorte que ça soit à la fois un truc qui rentre dans ta ligne édito, quelque chose qui soit globalement pertinent, qui apporte de la valeur et en même temps mettre en avant une solution, c'est ça le vrai enjeu, c'est de résoudre cette équation, faire en sorte que ça soit ni trop commercial, ni trop généraliste, présenter une position d'expert, parce que quand tu payes pour passer sur un média, c'est quand même pour que ça te serve, toi comme outil de promo, faut pas se mentir. Mais comme je disais, la meilleure promo, c'est clairement de répondre à la question comment faire pour ne pas vendre, clairement. Essayer de faire en sorte de ne pas vendre. C'est le meilleur moyen, je pense. Si tu viens dans une optique de vendre sur un podcast, je suis pas sûr que ça fonctionne. À la limite, tu peux parler de tes produits très très vite, mais surtout parler de quelle problématique ça résout. Et là, pour le coup, tu as plus de chances, en ayant un discours expertise sur une problématique, un sujet, d'avoir quelque chose de passionnant en face de toi. Et il n'y a rien de plus passionnant de quelqu'un qui parle de choses avec technique, passion, expertise. Donc voilà, c'est un peu ça la réponse que j'ai à cette question. J'ai appris du coup comment moi je gère cette partie commerciale, financière, etc. Faire en sorte que ça soit à la fois gagnant-gagnant en fait pour l'invité, pour l'entreprise, pour moi, pour tout le monde. On passe à une question différente, une question qui vient de Pierre sur LinkedIn, du coup, Pierre C. Je sais pas son nom de famille, mais en tout cas, il accompagne les professionnels du bâtiment, donc un acteur qui œuvre pour le secteur aussi. Il m'a posé la question, avec tous les invités et les différents sujets que tu as traités, quelle est ta vision du BTP sur son avenir et à quoi ressemblera, selon toi, le secteur du BTP dans les 10 prochaines années? Déjà, je pense que ça va être très compliqué de se projeter à 10 ans, en vrai. 10 ans, c'est dans trop de temps. Actuellement, avec la vitesse à laquelle les choses peuvent évoluer, 10 ans, c'est trop loin. Mais ma vision un peu court-moyen terme, c'est que pour moi, déjà, pour commencer, comme d'habitude, le secteur BTP, comme d'habitude, va être mis à contribution dans le futur. Souvent, on demande beaucoup au secteur du BTP, puisque c'est un des plus gros secteurs aussi mondial. Et je dirais que actuellement, la conjoncture, elle est ce qu'elle est, elle est compliquée pour pas mal d'acteurs sur le secteur. Ça met à mal pas mal d'activités, des activités qui souffrent. C'est important de garder le cap, et je pense que c'est important aussi de mentionner que l'activité est complexe en ce moment. Mais c'est aussi important de comprendre que le BTP est essentiel. Donc les acteurs qui freinent un peu certains développements, certains aspects financiers aussi, parce que c'est essentiellement lié à des aspects financiers actuellement le ralentissement, j'espère qu'ils prendront conscience que ça impacte énormément de monde et que du coup les instances, les personnes qui ont le pouvoir pour accompagner les personnes du secteur du BTP vont faire en sorte que celles et ceux continuent de réveiller le BTP. Et comment on continue de réveiller le BTP? En accompagnant l'activité sur les chantiers, dans les acteurs de formation et autres. Parce que au-delà du contexte économique compliqué, j'espère qu'il va vite évoluer et rendre un peu de baume au cœur à tous ces acteurs sur le terrain. Mais il y a cet aspect formation, recrutement, gros sujet de recrutement. Je pense que dans 10 ans, il faut œuvrer dès maintenant pour dans 10 ans, tu vois, par exemple. Comme je vais le dire un peu plus tard, mais sur la partie créer des vocations, faire en sorte qu'il y ait du monde dans le BTP, c'est un sujet qu'il faut prendre dès maintenant en considération, parce qu'il manque déjà des postes actuellement. Il y a des postes
qui sont disponibles, donc il n'y a personne sur ces postes-là, sur des métiers manuels, sur des métiers où la technique se transmet. Et pour se transmettre, il faut des candidats, il faut qu'il y ait de la transmission entre les anciennes générations et les nouvelles générations. Et si on manque déjà du monde, c'est peut-être parce qu'il y a un souci dès le début de la machine, au niveau de la formation, au niveau de comment on fait en sorte qu'il y ait toujours du monde, des nouvelles personnes sur le secteur. Donc ça, je déploierai un peu plus mon avis là-dessus dans une question qui va arriver dans la FAQ. Mais en tout cas, pour moi, dans les années à venir, le BTP, ça va être encore une mutation. Comme il y a déjà eu sur le BTP, des mutations liées aux enjeux environnementaux, des mutations liées aux enjeux économiques et des mutations liées aux enjeux de la formation. Après, te dire comment ça va être dans 2, 3 ans, 5 ans, 10 ans, seul l'avenir nous le dira. Et puis de toute façon, il y aura toujours du monde pour réveiller le BTP, donc on verra bien à ce moment-là. Une question du coup, une nouvelle question, on passe à celle qui a été posée par Solène Treptel. Elle l'a posée sur LinkedIn alors qu'elle est ultra active sur Instagram, sur le compte Solène Machinerie. Elle m'a demandé si je devais faire, enfin en gros du coup, si tu devais faire un job complètement différent sur le secteur du BTP, lequel serait-il? Et en fait c'est une très bonne question, puisque c'est une question que je me pose assez régulièrement en vrai. C'est une question qui, même si j'envisage pas du tout d'arrêter l'activité de 6 heures du mat, c'est pas du tout prévu. Je vois pas du tout de fin. Il y a beaucoup d'ambitions, beaucoup d'objectifs à venir. Mais clairement, depuis que je suis rentré sur ce secteur bâtiment, travaux publics, j'envisage pas du tout de sortie. Mais il y a un mais, comme il faut savoir, c'est que comme dans ouais, il y a un mais, c'est un grand mais en fait. J'étais en train de tergiverser, mais il y a un mais, clairement. Le mais, c'est que comme dans le sport, il y avait toujours quelqu'un dans ton équipe ou dans ton groupe, je sais pas, dans ton groupe scolaire à la récré ou je sais pas quoi, quand tu faisais une partie de sport, partie de foot, je sais pas quel sport, tu sélectionnais en dernier. Et ben, si on devait me sélectionner pour tout ce qui est métier manuel, travaux manuels, bah, je serais clairement le dernier. Le gars que tu sélectionnes en dernier, je suis clairement catastrophique avec mes mains. Mais je pense que du coup, avec passion, motivation et soif d'apprendre, je pense que je peux inverser cette balance-là. Et si je devais vraiment te sortir un métier précis, et je dis pas juste ça parce que c'est toi, Solène, du coup, qui pose la question, mais franchement, depuis que je fréquente la partie conducteur d'engin, les machines et autres, je pense que c'est un truc qui me plairait de fou parce qu'en fait, je sais pas si je suis un peu naïf sur ce que ça engendre, ce que ça englobe comme métier et autres, mais je le trouve incroyable ce monde. Et pour la petite histoire, je pense que vous pouvez demander à mes amis avec qui je suis parti à Milan récemment, ils vous raconteront comment, alors qu'on allait arriver pile en face de la Duomo, la cathédrale à Milan, la cathédrale qui est vraiment magnifique, j'ai juste bugué, j'ai juste changé clairement de destination pour aller juste à côté d'une petite Komatsu qui était là sur un petit chantier en face de la Duomo. Du coup, au lieu de me focaliser sur vraiment la beauté du bâtiment, je me suis retrouvé à aller regarder une petite Komatsu qui était là en train de faire des travaux de voirie. Donc voilà, clairement les machines, clairement, je pense que être opérateur, d'ailleurs, je pense à Intermat, mais j'ai très hâte d'aller voir tout ça de plus près, voir énormément de machines. Et en plus, je crois que j'ai prévu, avec l'ami Anthony de Radio TP, de faire une petite initiation à la conduite d'engin. Donc, pourquoi pas avoir mes premiers pas dans mon futur métier, qui sait, on sait jamais de quoi demain est fait. Et puis, de toute façon, sur une machine ou avec un micro, je continuerai à réveiller le BTP. Encore une autre question, du coup, on m'a demandé si l'un de mes proches se lançait dans le BTP, qu'est-ce que je lui recommanderais pour trouver rapidement des clients? Déjà, s'il est dans le bâtiment, dans la construction, dans les métiers manuels, déjà, je vais lui demander d'être bon, d'avoir la notion de service, surtout de créer de la relation avec ses clients. Je pense que pour avoir tes premiers clients, pour rapidement trouver tes clients, déjà, il faut montrer ton expertise, montrer que tu es très fort sur ton domaine, et ça, du coup, bah, c'est l'expérience qui le fait, mais c'est surtout la passion, c'est surtout l'énergie que tu mets dans ton travail. Si tu fais du bon taf, si tu fais vraiment du travail de qualité dans le bâtiment, en fait, tes clients, ils n'hésiteront pas à te recommander. Donc, beaucoup de bouche à oreille au démarrage. Et après, je pense que, bah, je le dis assez souvent, mais le BTP, c'est, enfin, le bâtiment, les travaux publics, la construction, les travaux manuels, c'est quand même un secteur d'activité qui est technique, qui est visuel. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être montrées. Donc, je lui dirais de montrer le maximum de choses qui se passent sur ces chantiers. Je sais que c'est énormément de temps, mais tu peux ne pas passer beaucoup de temps à montrer ce que tu fais sur les chantiers. Clairement, tu peux te contenter de faire des avant-après, c'est déjà assez impressionnant, je pense. Donc, je lui conseillerais clairement de partager ses meilleures réalisations.
Je dis pas qu'il faut être hyper actif sur les réseaux, c'est un plus. Si tu as la possibilité de le faire, si tu as les moyens de le faire, le temps de le faire, une personne peut-être avec toi pour le faire, c'est bien. Mais bah écoute, ouais, clairement, si tu as à te lancer dans le BTP, montre ce que tu sais faire, montre-le par tous les moyens et montre-le aussi parce que c'est important de montrer que le travail est bien fait et peu importe ce que tu fais dans le bâtiment, en général, c'est quand même quelque chose qui est très technique. Tu sais le faire, tu dois avoir confiance en ce que tu fais et montre ce que tu vaux et ça va payer. Dans tous les cas, le travail paye sur les métiers techniques, sur les métiers manuels. Donc voilà. Et après, bah, ouais, comme je dis, faire bien, être dans une démarche de service, créer des relations avec ses clients, créer des relations plus que des clients d'ailleurs, parce que c'est ces personnes-là qui vont après te recommander, et puis bah, après bah, tu fais ton petit bonhomme de chemin, et puis après, bah, si ton histoire est belle, tu finiras par la raconter sur 6 heures du bac, qu'est-ce que tu veux. Peut-être que ton parcours inspirera d'autres, et puis voilà, on le mettra en avant. Et cette question, du coup, elle me permet d'embrayer sur une autre question qui m'a été posée, du coup, encore par Lorraine Jovert, du coup. Que penses-tu des réseaux sociaux pour le BTP et tes impressions? Comme je disais juste avant, essentiel, BTP c'est un secteur qu'on peut mettre en avant, qu'on doit montrer, qui est fait donc de visuels et de choses qui sont vraiment impactants. Je pense par exemple à ce que fait Dylan Touzé du coup sur un métier qui est donc jointoyeur, il fait les bandes sur du placo, il fait ça mais c'est tellement hypnotique ces vidéos, c'est tellement beau à voir, tellement beau à montrer qu'il a tout compris, tu vois, il fait son métier avec passion, il montre comment il le fait et bah, ça marche bien pour lui donc c'est la clé, les réseaux sociaux je pense que c'est une belle clé pour le bâtiment. Mais faut pas le voir comme une chose impérative. Si t'es pas sur les réseaux sociaux, tu peux être très très bon dans ton activité. Tu peux avoir une très belle boîte. T'es pas obligé d'être ultra actif. Je pense qu'il suffit juste de faire un peu le minimum, juste être de quoi être présent en ligne, quoi. Tu te références sur un peu tous les réseaux, LinkedIn, Instagram, Facebook, peut-être plus Facebook, Instagram pour le bâtiment, mais juste avoir de quoi être bien référencé, c'est important. Déjà, si les gens ils tapent le nom de ta boîte, bah, il y aura au moins des trucs qui vont ressortir. S'ils tapent ton activité, il y aura des choses qui vont ressortir, c'est important là-dessus. Et quitte à ce que tu sois pas trop actif, mais genre le minimum, et fais en sorte d'être présent en ligne, c'est hyper important. Il y a des gens qui t'aident à le faire, si tu veux pas le faire tout seul. Donc je pense que c'est essentiel d'avoir les réseaux sociaux pour le bâtiment. Je trouve qu'il y a beaucoup plus de personnes qui sont actifs sur les réseaux sociaux au bâtiment que ce qu'on pourrait le croire si on n'est pas du tout du secteur. À la fois sur de la vidéo, à la fois sur du coup du podcast, à la fois sur, d'autres choses, juste du partage de vie. Et voilà, c'est tout. Faut être actif, faut montrer ce que tu sais faire. Comme je dis, essentiel d'avoir les réseaux sociaux. Maintenant, je pense que tu peux pas faire sans les réseaux sociaux. T'es pas obligé d'être un méga actif des réseaux sociaux, il y en a qui le font très bien, il y en a qui le font moins bien, il y en a qui aiment pas trop ça, mais juste tu vas poster genre 2 photos d'un avant après, je pense que ça te prend 2 minutes sur ton chantier et les gens ils aiment bien voir ça quoi. Ils aiment bien voir l'étendue du travail qui a été réalisé. On passe du coup à une question qui m'a été posée par Lucie Amand, Brico Déco NC que j'embrasse du coup, qui est passée sur 6 heures du badge, je vous mettrai le lien de l'épisode en description. Elle me demande comment on peut créer des vocations dans le BTP. Je pense que ça c'est un sujet essentiel, c'est sûrement une de mes questions préférées puisque ça fait écho aussi au fait que moi j'ai découvert le bâtiment assez tard. J'ai découvert le bâtiment quand j'avais 26 ans, comme je le disais, on ne me l'avait pas présenté comme un secteur qui était une option d'orientation professionnelle faite pour moi, pour quelqu'un qui était bon dans les études. Déjà, moi je pense que la base pour créer des vocations dans le BTP, c'est d'en parler, de montrer, et surtout de pas le proposer à seulement des gens qui sont pas faits pour les études. Je pense qu'il y a tellement de richesses dans les métiers du bâtiment qu'il y en a pour tout le monde. Et en effet, si t'aimes pas les études classiques, le bâtiment tu peux aimer, mais même si t'aimes les études classiques, tu peux aimer le bâtiment. Donc je pense que le cœur de la réponse réside dans le fait qu'il faut en parler, montrer, dire ce qui est possible. Et je pense que bah, toi, Lucie, tu le fais plutôt bien, mais je pense que le cœur de la réponse aussi réside dans le fait qu'il faut créer des rôles modèles. Quand tu es jeune ou moins jeune, ou que tu es un peu désorienté professionnellement, eh ben, tu sais pas forcément les métiers, tu sais pas les idées précises de ce que tu veux faire, tu sais plus ce que tu veux faire, t'as pas forcément de sens dans ton activité si tu te reconvertis. Tu te projettes essentiellement sur les métiers que tu as déjà vus dans ta vie, dans ton entourage, ou les métiers les plus connus. Et pour créer des vocations, je pense qu'il faut donner envie, il faut projeter les jeunes dans un quotidien, les moins jeunes dans un quotidien qui sera le leur. S'ils choisissent le BTP, il faut surtout qu'ils puissent se dire j'ai envie d'être comme la personne qui partage son quotidien sur le bâtiment ou autre. J'ai envie d'être, par exemple, comme Lucie, tu vois, être sur les chantiers, faire quelque chose qui me plaît, tout ça, et regarder la personne comme un peu un exemple, un mentor. Je trouve que le terme est approprié, tu vois, il faut avoir des mentors dans la vie, et trouver un mentor dans le BTP, c'est plus rare, parce que du coup, des fois, c'est très, très limité à des personnes qu'on connaît, donc essaie de créer le maximum de rôle modèles.
Comment on crée des rôles modèles? Bah, du coup, en montrant que c'est possible et en montrant aussi aux gens, en essayant d'inspirer des personnes qui ont un peu le même parcours que vous, de se dire, bah voilà, moi j'ai fait ça, mon parcours, je viens de là, j'arrive là, je fais du bâtiment et j'adore ça, et c'est un métier qui est incroyable, et c'est un secteur qui est incroyable, etc. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes inspirantes sur le secteur. J'essaie d'en inviter le plus possible, qu'on les entende, qu'on les voit aussi. Et surtout, bah, voilà, faut considérer que on part d'assez loin sur le fait que l'image du bâtiment pour la majorité des gens n'est pas forcément la bonne. Mais toi comme moi, on sait très bien que quand tu es dans le secteur, cette image qui est véhiculée, c'est pas celle qui est l'image réelle. Donc faire en sorte que l'image du BTP change. Comment on change l'image? Bah, en montrant totalement l'inverse de ce qui est montré habituellement. C'est pas une voie de garage, c'est une belle option professionnelle. Pour autant, par contre, tu vois, si je dois mettre un bémol, c'est que en fait, c'est pas de dire tout le monde doit aller dans le bâtiment. Je pense que c'est pas non plus fait pour tout le monde, mais par contre, j'aimerais juste que tout le monde, le maximum de personnes puissent se dire l'option elle existe. Le bâtiment est une option envisageable de carrière, c'est une option qu'il faut considérer puisque tu peux t'épanouir, gagner super bien ta vie d'ailleurs. Enfin, ça c'est une question professionnelle, hein. Il y a des gens qui se disent, bon, je vais pas faire du bâtiment, ça tombe, ça paye pas. Je connais des personnes qui travaillent dans le bâtiment qui gagnent beaucoup plus que ce que peuvent gagner des gens qui étaient, par exemple, dans mes cursus pro en école de commerce ou des trucs comme ça. Donc voilà, financièrement, ça peut être très très rentable si tu es bon dans ton travail, si tu es dans une bonne boîte et autres. Donc voilà, l'option elle existe et elle est top. Et plus de voie de garage, plus de mépris pour la filière bâtiment, plus de oh, le bâtiment, c'est pour les gens qui sont pas bons à l'école, c'est que pour les pros des travaux du BTP. Tu vois, par exemple, moi, je envisage maintenant le bâtiment comme une option. Alors, je suis zéro en travaux manuels, mais juste, c'est des choses qui s'apprennent. Il y a peut-être des gens qui ont plus de facilité, mais en tout cas, c'est comme dans tout. Avec le travail, ça mérite de s'y pencher. Avant-dernière question, du coup, une question qui m'a été posée sur Instagram par Julie. Julie, qui est une amie avec qui j'étais au lycée, qui est de la même ville que moi et du coup qui œuvre maintenant dans le bâtiment et travaux publics et dans le BTP, puisqu'elle est dans une boîte qui s'appelle le comptoir de la plaque de plâtre. C'est un comptoir pour les plaquistes, pour tous ceux qui sont liés à la plaque de plâtre. Et du coup, je vous inviterai à aller découvrir son activité. Je la définis un peu sommairement, mais vous pouvez en avoir un peu plus dans les liens en description. Et Julie me demande qui pourrait être mon invité rêvé, du coup, qui j'aimerais recevoir sur le média pour réveiller le BTP. Bah, c'est une question qui est assez intéressante puisque du coup, bah, forcément, quand je cherche à inviter des personnes, je me la pose. Et moi, j'aimerais bien inviter, enfin, j'ai pas d'invité rêvé à proprement dit, j'ai pas de nom à te sortir. C'est un peu bête, hein, je demande à tout le monde d'avoir un nom à me sortir en fin d'épisode, mais moi, j'en ai pas clairement. Mais j'aimerais juste avoir le maximum de nouvelles personnes, des personnes que j'avais pas envisagées. En fait, j'en découvre tous les jours des invités rêvés, du coup, mais par contre, il y a des personnes que j'aimerais bien avoir sur le média, puisque en fait, elles vont avoir un impact sur le secteur et elles ont des réponses à donner, je pense, à des questions que pas mal d'acteurs se posent. Donc, ça va être les personnes qui sont dans les instances, dans les ministères, dans les administrations, qui vont pouvoir avoir des réponses justement sur les craintes, sur les interrogations du secteur. Il y a eu un moment, on était vraiment à ça vraiment d'inviter. Donc une ministre sur le média, ça s'est joué à des timings, à des plans médias qui n'étaient pas forcément alignés. Mais j'aimerais bien les recevoir justement pour comprendre ce qui se passe vraiment là-haut en fait, ce qui se passe vraiment dans les instances pour accompagner le secteur, que ce soit dans la formation, dans le contexte économique actuel et sur pas mal d'autres trucs. Donc pourquoi pas quelqu'un des instances. Et après bien évidemment, j'aimerais aussi avoir des gros acteurs, des gros faiseurs du bâtiment, des travaux publics, pour montrer aussi qu'ils sont locomotifs sur pas mal de sujets, que les gros, en fait c'est le ruissellement, hein, c'est un peu l'histoire du ruissellement, mais si les gros fonctionnent bien, bah, les petits fonctionnent bien, puisque tout le monde fonctionne un peu comme ça dans un cercle vertueux. Et du coup, bah, recevoir des gros acteurs, ça serait intéressant, des Vinci, des Eiffage, des Saint-Gobain, enfin, pas mal de gros du coup qui pourraient venir parler de ce qu'ils font, de chantiers qu'ils ont fait, de techniques qu'ils mettent en avant, d'accompagnement bah, sur les innovations aussi. Ça montrerait aussi que petit ou gros dans le secteur, on est tous concernés pour réveiller le BTP et ça c'est hyper important. Et j'aimerais aussi vraiment avoir, là dans un futur proche, faire un interview, inviter quelqu'un qui n'est pas francophone. Genre, je peux très bien mener un interview, je pense, en anglais largement et en espagnol, pourquoi pas. C'est faisable aussi, que je sous-titrerai bien sûr ou que j'arriverai à faire doubler avec de l'IA parce qu'on peut faire doubler facilement maintenant les vidéos, les audios du coup avec l'IA, donc dans une autre langue. Mais en gros, j'aimerais bien aller en dehors des frontières du bâtiment francophone. On a fait la Suisse avec William de Infactus, mais j'aimerais bien aller plus loin, voir d'autres méthodes parce que du coup, dans des
pays où j'ai pu aller, notamment en Amérique du Sud, je pense qu'il y a des histoires de chantier qui doivent être terribles et incroyables à raconter. Donc voilà, invité rêver, pas mal de monde, les gros, les petits, les acteurs, des nouveaux acteurs tous les jours. Mais en tout cas, on n'a pas fini de rêver le BTP encore une fois. Il y a énormément de gens qui peuvent passer, qui devraient aussi faire la démarche pour venir. Moi, je peux pas connaître tout le monde, donc n'hésitez pas à envoyer des messages. Je fais en fonction du calendrier édito et des thématiques que j'ai déployées juste avant, en début d'épisode, en préambule. Mais voilà, il y a pas mal de sujets. Donc j'espère que j'ai répondu à ta petite question, Julie, et puis au plaisir de se recroiser très très vite. On arrive du coup à la dernière question de cette FAQ, la dernière question de cette première foire à questions de la communauté de 6 heures du bat. Merci à ceux qui ont posé leurs questions sur Instagram, leurs questions sur LinkedIn. Et du coup, cette FAQ, je vais vous la proposer sur 2 formats différents. Du coup, il y aura le format audio que vous écoutez actuellement et j'espère pouvoir sortir la vidéo sur YouTube du coup de la FAQ et il y aura peut-être sûrement les coulisses de comment on sauve un épisode de 6 heures du bat en 48 heures. Et on passe du coup à la dernière question qui m'a été posée encore par Pierre sur LinkedIn. Quels sont les projets futurs de 6 heures du bat? J'en ai déjà parlé sur le portrait, le petit interview que j'avais fait avec Solène du coup au moment d'Intermat Press-Day. J'aimerais organiser un épisode en live. Un épisode en live, c'est-à-dire inviter quelqu'un sur une table ronde sur plusieurs sujets et avoir du monde en public pour poser vos questions aussi en public directement auprès des invités, à nous. Et du coup, c'est un dossier présentant l'événement que j'ai déjà bouclé quasiment. J'avais pour objectif de le faire en 2024. Je ne sais pas si ça va être réalisable parce que j'ai pris un peu de retard là-dessus. Il faudrait que j'accélère vraiment si je veux que ça se fasse. Et ensuite, il y avait le projet originel, un peu boucler la boucle. Moi, je suis très attaché à des aspects, du coup, comme on a évoqué un peu en amont, c'est la partie vocation, formation et parler aux jeunes. J'aimerais bien parler aux jeunes et du coup pour ça j'avais un projet qui était de retourner là où tout avait commencé, c'est-à-dire dans mon collège, là où on ne m'a jamais parlé de bâtiment. Du coup, là on ne m'a pas parlé de bâtiment comme une option, on en a parlé à des copains à moi qui étaient un peu moins dans ce côté études, mais du coup j'aimerais bien faire un état des lieux avec les 6e, 5e, 4e, 3e, toutes les classes du collège, connaître leur opinion sur le secteur, connaître les métiers du bâtiment qu'ils connaissent. C'est important de savoir quels métiers sont connus des plus jeunes et quels métiers on peut leur faire connaître. Et surtout, est-ce qu'ils aimeraient travailler dans le bâtiment? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Et ainsi faire un peu un état des lieux, même s'il n'est pas forcément représentatif parce que ce sera que mon collège de la région nantaise, mais c'est important de jauger un peu l'état des lieux auprès des jeunes, savoir ce qu'ils pensent du bâtiment, et c'est comme ça qu'on va aussi recréer des vocations, faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de monde. Et j'aimerais bien du coup de cet état des lieux sur l'orientation professionnelle, les prémices de l'orientation professionnelle, parce qu'au collège on commence déjà à y penser. J'aimerais bien pouvoir présenter cette audit, on va dire, à des personnes justement plus haut placées, qui ont les moyens de faire évoluer les choses, de parler bâtiment de manière plus étendue, d'avoir un vrai impact sur comment on présente le bâtiment à l'école ou autre. Parce qu'il faut savoir que les métiers du bâtiment sont déjà en forte tension en termes de recrutement, en termes de personnes sur certaines compétences. Et il faut savoir que si on s'y met pas maintenant, et bah justement sur la question qu'on m'avait posée au début, comment tu vois le BTP dans 10 ans, je vais te dire qu'il y a certains métiers qui peuvent disparaître dans 10 ans si on ne commence pas à les présenter aux jeunes et qui se forment d'ici 10 ans à atterrir du coup sur le circuit professionnel avec ces compétences qui sont vraiment essentielles. Et on le voit, tu vois. Par exemple, quand on parle de compétences manuelles, il y a certains métiers, des carreleurs, des plaquistes, des plombiers, où dans certaines régions, il y en a peu, enfin plus, je pense qu'il y en a toujours, mais il y en a peu, et du coup, c'est dommage d'avoir ces compétences qui sont un peu en perte de vitesse, et du coup, comment faire en sorte que les jeunes connaissent ces métiers, comment on le fait. Ce sera pas forcément facile de faire évoluer les choses, mais si je peux apporter, moi, un minimum sur ça, écoute, au moins j'aurai réussi le projet, et puis on pourra terminer 6 heures du bat, quoi, clairement. On aura réveillé le BTP, ça sera au moins un truc, si on se retourne et que le projet s'arrête, je pourrais me dire, j'ai fait bouger un minimum quelque chose, et c'est hyper important parce que j'essaie de rendre au minimum ce que le secteur m'apporte au quotidien, quoi. Donc voilà, c'était la dernière question de cette FAQ, comme je l'ai dit. Merci énormément à ceux qui ont participé à sauver cet épisode. Et écoutez, du coup, je vais nommer toutes les personnes qui ont participé à cet épisode. Du coup, tous les invités qui ont réveillé le BTP ce matin, il y avait Solène, il y avait Hervé, il y avait Lorraine, il y avait Julie, il y avait Valentin, il y avait qui? Alors, je vais essayer de ne pas oublier de monde. Il y avait Amélie, il y avait Conversation constructive, il y avait
Clémentine aussi, qui avait répondu à une question, par contre, c'est une question où j'ai pu répondre et je pensais pas répondre dans l'épisode, donc merci Clémentine quand même pour ta question, merci Théo aussi pour tes questions, merci à tous ceux qui ont relayé cet appel, parce que sans vous, il n'y aurait pas d'épisode aujourd'hui, et puis on se retrouve très très vite pour réveiller de nouveau le BTP.